Élu dans Dorchester en 70, Florian Gay est parmi les 12 députés créditistes qui forment le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il se fait valoir en Chambre dans les débats sur l'agriculture, la construction, le travail et l'éducation. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Morin. M. Gay, vous avez adhéré au ralliement des créditistes au début des années 60. Ça s'est fait dans quelles circonstances et qui vous avez recruté finalement? Chez nous, à la maison, ça parlait beaucoup de politique. Ma mère, qui était une femme pas mal brillante, c'est souvent elle qui tenait les conversations politiques à la maison envers les voisins, les passants, la visite, et bien souvent ce qu'on appelait les colporteurs, les gens qui passaient par les portes. Alors j'écoutais religieusement ma mère, puis je disais, bien, je pense que ma mère a raison. La théorie qu'elle défendait, ça se tenait. Et elle avait identifié les problèmes de façon pas mal au point. Et elle commençait à critiquer l'administration gouvernementale via, évidemment, les décisions politiques. Et ça m'attirait un peu. C'est-à-dire que ça me donnait le goût d'en parler aussi. Et il y a eu un événement qui m'a un peu décidé d'entrer dans l'organisation, c'est qu'il y avait eu à Saint-Georges-de-Beauce un grand rassemblement politique où M. Cahouette, Réal Cahouette, avait été invité à venir prononcer un discours. On avait aussi invité ma mère à parler à côté de M. Cahouette. Et je me rappelle qu'elle était bien nerveuse pour aller parler à côté de M. Cahouette. Elle dit qu'il faudrait que je sois à la hauteur. Et finalement, elle a parlé juste avant M. Cahouette et elle a eu une ovation debout. Alors, les gens de Saint-Léon, par la suite, ont passé à la maison pour féliciter ma mère de son discours à Saint-Georges-de-Beauce. Et ma mère a dit, bien, il me semble que ça te conviendrait, dit, de parler puis d'organiser de la politique. Et c'est de là, je pense, qu'est venue l'idée de plus tard de plonger dans la politique, d'abord comme organisateur. L'organisation, ça se limitait à très peu de choses. D'abord, nous n'avions pas de caisse électorale. Alors, ça, c'était aux élections fédérales de 62? Aux élections fédérales de 62. Et il y a un jeune homme qui portait le nom de Pierre-André Boutin, qui était candidat dans le comté de Dorchester, aussi au fédéral à l'époque. Et ça s'était limité un peu dans les affiches publicitaires. Recruter des jeunes avec nous autres pour aller s'amuser avec un bout d'échelle pour clouer d'un poteau d'Hydro-Québec, qui était à la Shawinigan dans le temps, je pense, en tout cas. Et on avait eu bien du plaisir à participer à l'organisation politique de Pierre-André Boutin. Et Pierre-André Boutin a été élu député aux élections fédérales de 62. Quel genre de campagne vous avez mené, en plus de poser des pancartes? Bien, en plus de poser des pancartes, nous autres, on disait, bien, c'est un renouveau politique. C'est quelque chose de différent. On va enfin avoir quelqu'un à Ottawa qui va être capable de parler de la théorie du crédit social, parce que c'était sur la bannière créditiste qui s'était présentée. Et je pense qu'il y avait eu 26 élus à Ottawa en 62. Alors, pour nous autres qui étaient débutants en politique, comme organisation, bien, on disait, c'est quand même fantastique, là. Première présentation, 26 députés élus. 26 députés du Québec élus à Ottawa.
Vous avez continué comme organisateur pour les créditistes aux élections fédérales de 65 et de 68, je crois. Oui. Mais là, vous avez eu moins de succès. Est-ce que une des causes, ce serait la dissension qu'il y a eu parmi les députés créditistes à Ottawa? Moi, je pense que oui. Les électeurs avaient mis leur confiance dans ces bonhommes-là qui n'ont pas mal agi nécessairement, là, si on se reporte dans le temps. Sauf que ça a été, je pense, une petite déception par rapport à la partie de l'électorat qui avait appuyé ces gens-là. Ils disaient, bien, on vient d'élire des représentants à Ottawa, puis la chamarre, il est déjà pris. Alors ça, c'est bien sûr que ça ne va pas aider. Pendant qu'on se défendait sur ce qui s'était passé, bien, on n'avançait pas. Et finalement, c'est en 70 que vous décidez de plonger en politique. Et c'est avec Camille Sanson, ici à Québec, pour le ralliement des créditistes. Dans Dorchester, il y avait quand même plusieurs candidats à l'investiture. Qu'est-ce qui vous a amené là? Oui, au début, il y avait 12 candidats pressentis. Et finalement, après avoir regardé l'admissibilité, nous restions 8 sur les rangs. Alors, 8 candidats à une convention qui devait avoir lieu à Saint-Léon, dans ma paroisse natale. Finalement, on n'avait pas de salle assez grande pour les délégués. Alors, on s'est transporté au Centre des loisirs Saint-Malachie, où vraiment, là, la salle était beaucoup plus grande et ça convenait mieux. Alors, on avait établi le temps de parole de chaque candidat à 5 minutes, bien, prendre une expression anglaise, bien timé, bien minuté. Alors, je ne suis pas le premier à parler, les autres parlent avant moi. J'avais préparé une petite intervention, minutée à 5 minutes aussi, parce que je savais que je n'avais pas le temps de tout dire, ce que je voulais dire, bien sûr. Et finalement, c'est moi qui ai été élu à la Convention. Vous étiez 8 candidats, finalement, à l'investiture. Oui. Est-ce que c'est beaucoup de monde? Est-ce que vous appréhendiez, est-ce que les créditistes appréhendaient l'arrivée de faux créditistes? Oui, oui et non. Sauf que tous ceux qui se présentaient là étaient des gens connus. Mais les gens de Dorchester voulaient avoir aussi ce qu'on appelle un vrai créditiste, comme ailleurs, ils voulaient avoir un vrai libéral ou un vrai unioniste. C'était ça, dans le temps, c'était bien important. Mm-hmm. Alors, les gens connaissaient ma mère, connaissaient mon père, et à ce moment-là, ils ont dit, bien, lui, on sait que c'est un vrai créditiste, c'est pas un faux. Comté de Dorchester, là, vous avez été choisi candidat. Le comté de Dorchester, est-ce qu'il était bien grand? Le comté de Dorchester était géographiquement assez grand. Ça partait de Saint-Anselme et ça montait jusqu'aux lignes américaines à la paroisse Saint-Zacharie. D'un côté, et de l'autre côté, ça allait jusqu'à Saint-Bernard, qui est maintenant dans le comté de Beauce-Nord. Beauce-Nord ou Lobinière, je pense Beauce-Nord. Et oui, c'est un grand comté. 24 paroisses, 28 municipalités. Le niveau de vie de la population au début de 70, est-ce qu'il était élevé? Est-ce qu'il y avait un bon développement économique? Parce qu'on sait que c'est la région Chaudière-Appalaches qui est assez réputée pour être bonne en emploi. Quelle était la situation dans Dorchester? Le niveau de vie des gens de Dorchester était à peu près comme tous les comtés ruraux de la province. On sortait de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Les terres perdaient de la valeur. Alors, les gens essayaient de se recycler dans des entreprises, mais on était chanceux quand même parce qu'on avait chez nous le sanatorium Bégin, qui employait beaucoup de personnes. On avait aussi le bureau de la boirie. Ça, c'était important. Il y avait les presses lithographiques. Il y avait quand même quelques entreprises pour le haut du comté. Il y avait beaucoup de moulins, du moulin à scie, là, qui faisaient du boîtillage. Alors, ça employait du monde aussi. Vers le bas, il y avait Sainte-Claire, où il y avait Prévocard, qui était bien connu. Il y avait aussi l'abattoir de poulet à Saint-Anselme, un abattoir coopératif. Alors, ceux qui abandonnaient le ferme, puis là où il n'y avait pas de jeunes qui reprenaient ça, les jeunes en allaient travailler dans ces entreprises-là. Et il y avait également IPL à Saint-Damien. Et il y avait l'agriculture qui s'est développée aussi. Oui, l'agriculture s'est développée d'une autre façon.
Alors, au lieu d'avoir une multitude de petits agriculteurs, il s'est bâti des entreprises agricoles. Le voisin, par exemple, était vendu à celui qui était le plus gros. Alors, dans un rang où il restait 2 producteurs agricoles, où avant, il y en avait 20, alors il y avait plus de production agricole avec 2 ou 3 agriculteurs qu'il y en avait avant, avec une multitude de petits producteurs. Le comté de Dorchester a été longtemps représenté, dans les années 50 en particulier, représenté à l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative à l'époque, par Joe D. Bégin, un ministre de Duplessis, très proche de Duplessis. Est-ce qu'il restait beaucoup de bleus dans votre comté en 70? Oui, M. Joseph Damas Bégin, qui a été là pendant 25 ans, il s'est fait élire 8 fois de façon consécutive. Alors, c'est un bonhomme qui a fait sa marque. Et c'est, comme disait quelqu'un durant la campagne électorale, M. Bégin en avait peinturé plusieurs. C'est-à-dire que des bleus qui étaient foncièrement unionistes de l'Union nationale, il y en avait encore beaucoup. Moi, je l'ai bien senti en 70. Les rouges étaient plus volatiles un petit peu. Les libéraux, c'est des gens qui changent. Mais les vrais bleus, ça ne changeait pas de bord. Justement, à la campagne électorale de 70, vous aviez l'Union nationale, qui était le député sortant, je crois. Oui, M. Picard. M. Picard. Vous aviez un candidat libéral, mais aussi le Parti québécois. Vous aviez un adversaire qui était quand même déjà assez connu, Maître Guy Bertrand. Contre l'un et l'autre, aviez-vous la même stratégie? Je pense qu'on n'avait pas la même stratégie. Mais mes électeurs, quand je dis mes électeurs, ceux qui me supportaient, voyaient en lui l'adversaire à battre. C'est-à-dire qu'on disait, bien, Guy Bertrand, c'est un bon parleur, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui avait du charisme. Et pour expliquer le début en politique du Parti québécois, c'était possiblement l'homme idéal. Vous avez été élu le 29 avril 70 dans Dorchester comme député. Est-ce que vous aviez des objectifs, un plan d'action pour vos électeurs? Oui, ce plan d'action-là, on le prend un petit peu, comme on dit, sur le tas. Moi, j'avais réalisé que durant la campagne électorale, la voirie est en retard. On avait beaucoup de rattrapage à faire dans le domaine de la voirie. Il y avait l'agriculture qui était en crise, qui est encore en crise, et il y avait beaucoup d'infrastructures à reprendre, à refaire. Et à ce moment-là, moi, j'avais dit, bien, s'il y a des choses à faire, je vais tenter de m'en occuper. Mais un député dans l'opposition, ça n'a pas le même pouvoir qu'un ministre au pouvoir. Alors, c'est bien sûr qu'il a fallu se débattre très fort pour obtenir des avantages, des projets du gouvernement. Maintenant, bien, moi, j'ai dit, il y a peut-être des façons de fonctionner. Alors, j'étais allé rencontrer M. Fournier, qui était le divisionnaire de voirie à la Quai du Chemin, et on s'est entendu sur des priorités. Là, j'ai dit, on n'essayera pas de tirer la couverture chacun de son côté. Vos priorités vont être les miennes. Alors, on avait établi des priorités dans le côté au niveau de la voirie, au niveau des infrastructures, et finalement, il y en a là-dedans qui se sont réalisées. À l'Assemblée nationale, vous arrivez avec vos collègues, 11 autres députés créditistes. Quelle a été votre impression en mettant les pieds ici, là, pour votre assomption? Je n'avais pas eu l'occasion de connaître le Parlement avant d'être député. Et quand on arrive dans un bâtiment aussi imposant, et on sait que c'est le Parlement de la Nation, on sait aussi que de là vont émaner les lois qui vont régir le peuple du Québec et qu'on va participer à l'élaboration, à l'amélioration des lois. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Et quand on voit aussi bon nombre de députés aguerris, un premier ministre, évidemment, on y pense à 2 fois avant de prendre la parole, sauf qu'on s'habitue rapidement. Et on a eu de l'aide, évidemment. Je pense à M. Blondin, par exemple, qui était ici au Parlement, qui nous avait fait... Le secrétaire général. Secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui nous avait fait faire le tour et qui nous avait expliqué là, les rudiments du fonctionnement, un petit peu les règlements. Puis,
Il y a l'autre personne aussi qui nous a aidés, c'est M. Jean-Noël Lavoie, qui a été président tout le temps que j'ai été député, qui était un bon repartiteur du droit de parole. Oui, parce que là, il y avait trois partis dans l'opposition. 3 partis dans l'opposition. Habitués au bipartisme à l'Assemblée nationale, arriver avec 4 partis en fonction, bien, ça change les choses un peu. De temps en temps, il y a des arrangements qui devaient se faire entre les chefs de parti. Et à ce moment-là, bien, il fallait attendre son tour de parole. Et l'Union nationale, qui venait de perdre le pouvoir, profitait amplement du droit de parole par différents moyens, par des questions de règlement. Et ça, moi, ça me tannait un peu. Quel souvenir gardez-vous de votre premier discours à l'Assemblée nationale, de vos premières questions aussi en Chambre? Ah oui, je me souviens bien de ma première question. Alors, je m'étais risqué à poser une question qui concernait l'industrie de la construction. Alors, je me lève poser ma question et la période de questions, le temps est écoulé. Alors, j'étais un peu déçu parce que j'avais réussi à vaincre le trac pour poser la première question. Parce que poser une question à l'Assemblée nationale, bien souvent, on était chahuté un peu par les députés du pouvoir. Dans ce temps-là, il faut dire qu'on n'avait pas le droit de parler feuille en main. Alors, nos questions, il fallait les apprendre par cœur. Alors, pour faire court, je ne pose pas ma question. Alors, à la séance suivante, M. Lavoie se lève, président, et il dit « Je vais donner la priorité au député de Dorchester qui n'a pu poser sa question à la dernière séance. » Alors, je me sentais tout honoré ce jour-là de poser le premier dans cette séance parlementaire, poser ma question le premier. Alors, je remercie M. Lavoie pour ça. Et comme député critique dans l'opposition, à quel ministère vous intéressiez-vous particulièrement? On avait fait une réunion des députés et on avait demandé ce qui nous intéressait le mieux, ce qui nous convenait le mieux. Alors moi, j'ai dit, ce qui m'intéressera, ça sera les affaires sociales. Alors finalement, on m'a accordé travail, main-d'œuvre, immigration, affaires sociales. Mais on savait qu'aux affaires sociales, il y avait eu l'annonce d'un gros projet de loi qui était le Bill 8 dans le temps. On appelait ça un Bill, le Bill 8, l'assurance maladie. Alors, c'était l'instauration de l'assurance maladie et on savait que c'était une très grosse pièce législative et il fallait bien se préparer. Parce que c'était aussi populaire, ça, la venue de l'assurance maladie. Ah oui, ça avait été demandé par nous autres aussi. Notre groupe politique étions bien contents que le gouvernement présente ce projet de loi-là. Et on était tout à fait d'accord avec le principe. Mais dans l'application, il y a des détails. Dans l'application, il y a beaucoup de détails. Et je me souviens d'avoir présenté comme amendement au projet de loi quelque chose qui ressemblait à un petit montant payé pour avoir droit aux soins, ce qu'on appelait dans le temps des frais modérateurs. Et j'avais soulevé lors de mon discours le danger de la pénurie de médecins. Ah, on avait trouvé ça bien drôle. On disait qu'il y a suffisamment de médecins pour soigner tout le monde. Mais avec le temps, je me rends bien compte que j'avais eu un peu raison. J'avais prévu aussi, moi, les longues listes d'attente des hôpitaux, là. M. Castonguay ne peut pas dire qu'il n'en était pas averti, parce que j'avais été celui qui l'avait soulevé, et on m'avait dit sur quoi tu te bases pour parler comme ça. Bien, moi, je m'étais dit, étant donné que la gratuité des soins de santé, c'est une forme d'incitation à jamais retarder pour aller demander des services de santé dans les hôpitaux. Est-ce que vous aimiez ça, la joute parlementaire? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça, puis pour une raison assez simple. Comme j'habitais pas tellement loin de Québec, ceux qui avaient affaire à aller dans leur comté, on pense par exemple à M. Sanson, qui était dans l'Abitibi, Ronald Tétrault, qui était loin, Aurel Audette, qui était loin aussi. Alors, moi, j'étais à proximité. Alors, souvent, c'est moi que, comme on disait dans le temps, c'est moi qui tenais le temps. Et je me suis habitué à intervenir à peu près sur n'importe quoi. Puis il y a une raison pourquoi je pouvais intervenir à peu près sur n'importe quoi, c'est que je peux me vanter d'avoir manqué aucune séance du Parlement. Il y a une journée que j'aurais dû manquer, à raison de la mauvaise température, mais la Chambre n'a pas siégé.
Alors, j'ai été sauvé par la cloche. Alors, j'ai pu assister à toutes les séances du Parlement et ne manquer aucune commission parlementaire qui m'était attitrée. L'assurance maladie, la loi 65, réorganisation des services sociaux et services de santé au Québec, la loi 250, le Code des professions, les lois connexes. J'ai manqué aucune séance de ces commissions-là. Ça me permettait de me tenir à jour, ça me permettait de suivre, parce que je n'étais pas un très scolarisé, je n'ai pas un cours classique et je n'ai pas fait d'université, alors je devais me tenir au courant. Probablement qu'à certaines occasions, il y aurait eu des façons autres d'intervenir, sauf que je le faisais dans mes mots à moi, avec mes propos, mais tout le monde semblait comprendre. Mais il devait y avoir quand même de vos adversaires, qu'ils soient députés ou ministres, qui essayaient de vous glisser des plures de banane. Ah, constamment, constamment. Mais en politique, c'est de bonne loi. Évidemment, nous étions débutants. Moi, j'avais toujours vu le travail parlementaire comme un groupe de personnes qui essayent de trouver les meilleures solutions possibles aux problèmes existants. Et ça a été peut-être un petit peu une déception quand j'ai vu que c'était bien souvent du verbiage inutile et c'était des batailles politiques. Alors moi, j'adorais ça quand on était une commission parlementaire et que tous les membres de la commission travaillaient ensemble pour trouver ce qu'il y avait de meilleur dans la loi. Et vous savez, quand on fait un discours, on n'est jamais absolument sûr de soi. C'est-à-dire qu'on a à prononcer des propos devant un public qui n'était pas télévisé dans le temps, mais qui était quand même mentionné, tout écrit aux journaux de débat, et c'était de faire perdre le fil à l'orateur, celui qui avait la parole. Puis je trouvais ça dommage. Et à un moment donné, il y a un député libéral, je le note en passant parce que ça m'avait touché bien gros, qui est intervenu durant la première session une fois. Et c'est un monsieur qui était dans la culture des pommes de terre. Alors le monsieur se lève, commence à prononcer son discours, et il y a un député, je ne sais pas qui, se lève pas, mais crie dans la chambre. Le député, il est dans les patates. Et son discours s'est terminé là, et j'ai l'impression qu'il n'a pas repris la parole du temps qu'il a été député durant la 29e session. M. Gay, comme député dans l'opposition, est-ce que vous aviez quand même une certaine facilité d'avoir des contrats gouvernementaux pour votre comté? Des fois oui, puis des fois non. C'est-à-dire que ce qui était normal et ce qui avait été promis par le Parti libéral durant l'élection, ça a été un peu plus facile parce qu'eux autres avaient l'impression de remplir leurs promesses. Ça n'a pas nui. Mais je reviens encore à dire qu'un ministre, on ne doit pas frapper ça à tour de bras. Si on s'en fait un ami, ça va beaucoup mieux. Si on est toujours contre lui, puis on est toujours à le critiquer, c'est bien sûr que ça ne nous donne pas de chance. Les hauts fonctionnaires aussi font partie du ministère. Et ces personnes-là, j'aimais ça, parler avec eux autres, discuter avec eux autres, parce que ça nous donnait aussi un petit peu le sens de l'avancement d'un projet ou d'une intention de projet. Et moi, je pense qu'on n'a pas été pénalisé dans Dorchester parce que j'étais un député d'opposition. On m'a dit que j'étais bien malcommode, on m'a dit que j'étais bien tenace, bien têtu, mais c'était mon rôle aussi, j'avais été élu pour ça. Et moi, j'avais demandé, au début de mon mandat, quand j'avais réuni mes organisateurs au même endroit, ce que vous attendez d'un homme politique, ce que vous attendez d'un député. Voulez-vous quelqu'un qui est toujours dans le comté, qui est présent à des fêtes, qui est présent au centenaire, qui est présent là, ou si vous voulez un législateur ou quelqu'un qui s'occupe de parfaire les lois? Bien, ils ont dit, c'est pas discutable. Ce qu'on veut, c'est un législateur, c'est quelqu'un qui est là puis qui surveille nos droits puis nos intérêts. Mais on ne peut pas négliger non plus qu'on ait un comté à avoir soin où il y a des demandes qui viennent de toutes parts. Mm-hmm. Moi, mon lundi, tous mes lundis étaient réservés au bureau de comté.
Et le bureau de comté, dans ces années-là, c'était excessivement important. Important parce qu'on recevait les problèmes criants du comté, des délégations. Si on pense, par exemple, aux camionneurs artisans, si on pense à ceux qui vivaient de l'aide sociale, qui avaient des gros problèmes, et on pense aux municipalités, aux conseils municipaux qui voulaient obtenir des projets de voirie, bien ça se passait dans le comté. Ça fait partie de la vie d'un député. Ça fait partie du travail de bureau d'un député. Oui. Je reçois à un autre moment donné un monsieur qui dit, ben moi, j'ai de la machinerie, puis habituellement, à chaque année, il dit, j'ai ce qu'on appelle des travaux mécanisés sur les fermes, des travaux subventionnés, puis il dit, on appelle ça des travaux mécanisés. Puis il dit, cette année, j'ai eu la nouvelle que j'en aurais pas. Moi, pour le plaisir de la chose, j'ai dit, vous avez voté comment à la dernière élection? Ben, il dit, j'ai voté bleu. Puis il dit, je suis reconnu comme bleu. Ah ben, j'ai dit, posez-vous pas de questions, là. Avec le patronage, c'est bien sûr que l'autre entrepreneur, lui, a voté libéral, puis il va avoir des travaux. Mais j'ai dit, j'aimerais ça m'occuper de ça. Alors, finalement, je ramasse ses coordonnées, puis il me donne... Il avait été refusé sous prétexte que la machine qu'il détenait, qu'il possédait, ne correspondait pas aux besoins du ministère. Alors, je communique avec les fonctionnaires, puis je parle de ça à M. Vaillancourt, qui était député libéral, qui s'occupait, lui, des travaux mécanisés. Alors, sa machine ne convient pas. Finalement, ben, je vais chercher les numéros de machine des deux, puis je ramasse tout ça, puis je monte un bon dossier. Fait que là, je vais trouver M. Vaillancourt. Je lui ai dit, là, j'ai sorti ça à l'étude des crédits. Si ce n'est pas suffisant, je vais le sortir à l'Assemblée nationale, le plus beau cas de patronage qu'on n'a jamais vu. Parce que le bureau du cantonnier changeait de place. Le bureau de licence changeait de place à chaque élection. Tout ça, ça changeait de place. Les personnes qui s'occupaient de couper le foin le long des routes, bien, le personnel changeait du jour au lendemain. Alors, j'ai dit, là, j'ai un beau cas de patronage entre les mains, puis on va s'occuper de ça. Et finalement, il a reçu la confirmation qu'il y avait pour cette année-là, qu'il a reçu 400 heures de travaux mécanisés. Alors, il vient me voir après, il rentre dans mon bureau, donc, monsieur, je le reconnais, mais je ne fais pas le lien immédiatement. Alors, il prend 400 $ puis il met ça sur le bureau. Je lui dis, c'est quoi ça? Bien, il dit, d'habitude, c'est le même. Il dit, 400 heures, ça fait 400 $. Bien, j'ai dit, mon cher monsieur, vous allez ramasser ça, puis ça presse. À partir de maintenant, là, c'est plus comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que vous avez voté du mauvais bord que vous n'avez pas le droit de vivre. Et il y avait aussi un autre problème, puis ça faisait longtemps que ça traînait. On avait dans le comté, nous autres, des personnes qui avaient pris possession de terres des lots de colonisation. Et ces gens-là avaient défriché les lots. Ces gens-là avaient bâti des granges étables, avaient bâti une résidence, et puis ils ont fait ça pendant plusieurs années. À un moment donné, bien, l'agriculture s'abandonnait, mais ils ne s'étaient jamais occupés d'en devenir les propriétaires. Alors moi, je disais, bien, c'est pas normal, vous avez mis une partie de votre vie sur ces terrains-là, puis maintenant, ils ne vous appartiennent pas. Alors moi, je voulais légaliser ces situations-là. Et on est obligé de jouer de ruse un peu. Il y a un de mes amis qui, évidemment, on pourra lui faire confirmer aujourd'hui. Là, il dit, ils ne veulent vraiment pas patenter mon lot. On appelle ça des lettres patentes pour prouver que telle personne n'est pas propriétaire. Alors j'ai dit, c'est bien simple, tu as des animaux à Saint-Léon. Puis ta terre à Saint-Luc, tu vas déménager tes animaux à Saint-Luc. Tu vas un petit peu réparer ta grange étable, la maison est encore habitable. Puis j'ai dit, là, on va faire venir l'inspecteur, puis il va être capable de te donner l'OK là-dessus. Finalement, c'est ce qu'on a fait, pour un camion, de placer les animaux. L'inspecteur est venu, tout est bien correct. Je peux vous accorder vos lettres patentes. Et ça existait presque à la centaine dans mon comté. Mais là, quand il y a un qui a su ça, les autres sont venus. Alors, j'ai travaillé pour faire patenter les lots pendant presque tout mon mandat, mais finalement, on a réussi à rendre légales ces situations-là. On continue la semaine prochaine, M. Gay. C'est beau, merci.